Bonjour à tous. Merci de nous rejoindre pour ce webinaire conjoint de Converteo, Didomi et Léo. Alors tout d'abord, j'espère que vous m'entendez bien et si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à faire signe dans le fil de discussion. Voilà. Je suis donc le directeur marketing de Léo et avec Yannick et Louis, nous sommes ravis de vous accueillir dans notre webinaire. Donc nous souhaitons que ce webinaire soit interactif et donc vous avez sur la droite de votre écran la possibilité d'interagir dans le fil de discussion et surtout dans le fil de questions. Voilà, nous prendrons toutes les questions à la fin de la présentation. Vous pouvez aussi les liker, ce qui nous permettra de les prioriser éventuellement. Voilà, donc nous répondrons à autant de questions que possible à la fin de la présentation. Et voilà, donc nous avons 45 minutes et sans plus attendre, eh bien, je vais passer à la présentation très rapide de nos trois sociétés, voilà, en quelques mots. Bonjour à tous. Donc tout d'abord, merci à tous pour votre participation. Je m'appelle Louis Dureau, je suis consultant senior chez Converteo et je suis spécialiste des problématiques liées au data privacy notamment. Donc pour vous présenter brièvement Converteo, donc on est un cabinet de conseil spécialisé des problématiques qui sont liées au data et au digital. On intervient grosso modo sur l'ensemble de la chaîne de valeur de la data, donc c'est-à-dire de la collecte à l'activation, tout en passant par la modélisation et dans le respect du data privacy, cela va sans dire. On tente, dans la mesure du possible, d'adresser les problématiques data toujours dans une logique business ou métier. Et on travaille dans l'ensemble des secteurs d'activité lors d'interventions ponctuelles ou lors d'interventions un peu plus continues, on va dire. On accompagne nos clients des phases de cadrage jusqu'aux phases de déploiement et également lors des phases de conduite du changement. Voilà. Et pour finir, je dirais qu'aujourd'hui, on est 170 consultants et qu'on a accompagné plus de 100 clients depuis notre création en 2007. Bonjour à tous, merci Louis. Moi je m'appelle Yannick Roth, je suis Head of Marketing chez Didomi. Didomi est une société qui est spécialisée française, spécialisée dans la gestion des préférences et des consentements des utilisateurs. On ne vend pas du temps homme, on ne vend pas de l'intégration, on ne vend pas de l'accompagnement, on vend une technologie. Notre technologie, on a deux produits. Notre technologie est disponible en mode SaaS. Notre premier produit, c'est la plateforme de consentement, donc des modules de consentement en pop-in, en bannière, quel que soit le format pour écran, pour ordinateur et pour mobile, mais aussi pour AMP et pour dans très peu de temps pour Unity, c'est-à-dire le secteur du gaming. Donc tout le consentement utilisateur pour notamment la publicité programmatique. Voilà. Vous pouvez avec nous demander le consentement, le stocker et le notamment de monétisation. Et le deuxième produit dont je vais parler aujourd'hui, avec Léo et Converteo, c'est le Preference Center, qui est un, je vais surtout parler d'un cas client, je ne vais pas parler juste du produit comme ça, qui est un interface utilisateur qui permet à des marques, e-commerçants, voilà, toute marque dont l'omnicanal est absolument important pour la gestion de la relation client et le consentement, la conformité de leur communication et de leur communication omnicanal. Cette interface permet aux marques de centraliser en une seule interface du coup les consentements des utilisateurs, de les restituer. Donc vous êtes connecté, vous savez à quelles autorisations et quels consentements vous avez donné à la marque pour communiquer avec elle, vous en tant qu'utilisateur. Et à l'inverse, quand vous changez ce consentement, d'ensuite répercuter ce changement de préférence utilisateur. Par exemple, un désabonnement à une adresse mail, mais ça peut être aussi un consentement délégué auprès de tout le système d'information de l'entreprise. Donc je m'arrête là, c'est déjà beaucoup trop long, mais voilà ce que fait Didomi. On a une trentaine de collaborateurs dans le centre de Paris, ici, là, dans le quartier de l'Opéra, dans des super bureaux tout neufs. Et voilà. Tu es muté, Nicolas. On avait dit, le premier qui a ça, il a un gage. Bon, désolé. Oui, alors si, Yannick, je disais. Tout comme Converteo, donc Léo est une filiale du groupe ADL Performance. Léo est spécialisé dans la conception, la création et le pilotage de programmes relationnels. Donc, programmes relationnels, c'est-à-dire des programmes de fidélité, des programmes d'engagement client, des programmes de parrainage, des programmes d'animation de la relation client.
Donc aussi bien en B2B qu'en B2C, de façon à peu près équilibrée, et en France et en Europe. Voilà, nous intervenons dans 12 pays aujourd'hui. Nous nous appuyons sur l'expertise de nos consultants en marketing relationnel et sur notre plateforme technologique propriétaire qui comprend donc une CDP, des outils d'animation et de marketing automation qui permet de gérer les interfaces clients et jusqu'à la gestion de récompenses ou de services directement via la plateforme. Voilà, nous sommes donc une trentaine de personnes aussi basées à Paris. Voilà, je vais donc suite à cette petite introduction, moi je vais vous parler du premier point, le premier enjeu qui concerne la motivation de la collecte, la motivation et la justification de la collecte des données clients, et notamment de consentement, car il s'agit bien d'une question d'expérience client et de propositions faites par les marques pour motiver et valoriser la collecte de données. Donc on a deux types de collecte de données. D'une part, les cookies, qui sont en fait une empreinte client. Ce sont des données qui sont conservées, mais avec une durée de vie limitée, et donc dont le cas d'usage est principalement à court terme la personnalisation d'une expérience client, et ce sont des données anonymes. De l'autre côté, nous avons les données de création de compte qui sont stockées dans la durée et jusqu'à ce que le client indique qu'il ne souhaite plus que la marque les conserve, ou après une certaine durée, après la dernière interaction avec le client. Ces données sont transmises de façon généralement déclarative ou via des transactions. Voilà. Je vais passer au slide suivant, et lorsqu'on parle de collecte de données de compte client, en fait, il y a, disons, deux niveaux. Les données CRM, d'une part, qui vont permettre à l'entreprise de connaître son client, de le ranger dans des catégories et donc de permettre ou de faciliter un service. Le client va accepter simplement des conditions d'utilisation pour rentrer dans une relation avec l'entreprise et pour que ces données soient conservées. Et puis, d'autre part, il y a le consentement à des fins de communication qu'on appelle plus communément opt-in, et qui va permettre à l'entreprise de personnaliser les offres et de communiquer ces offres-là. Alors, il y a, pour la collecte de ces données, un double enjeu du point de vue du client, le bénéfice qu'il obtient et la transparence. La question centrale, finalement, c'est comment motiver le client à consentir à partager ces données. Et en fait, cela passe par une proposition de valeur au client qui prend souvent la forme d'un programme relationnel qui va permettre au client d'accéder à des services ou à des avantages permis par son statut de client enregistré. Le deuxième point essentiel également, c'est la transparence, puisque le client doit être rassuré sur la maîtrise totale qu'il garde sur ses données, sur les données qu'il confie à l'entreprise, et puis sur la finalité de l'utilisation de chacune de ces données. Donc voilà les deux points qu'on doit vraiment prendre en compte du point de vue d'expérience client. Alors, lorsqu'on parle de programme relationnel, pour motiver cette collecte de données, finalement, il y a des objectifs très variés et des types de programmes relationnels très variés. Là, je vais en présenter 5 à travers l'objectif et donc la valeur proposée au client. On a d'abord la proposition d'un contenu personnalisé, ensuite la proposition éventuellement d'avantages personnalisés, la récompense de la fidélité également, et puis la formation, l'accompagnement du client, qui sont généralement une promesse de service en B2B. Et dernier cas, enfin, que je présenterai, le fait de valoriser les ambassadeurs. Alors, pour le premier cas, donc il s'agit de collecter des données clients pour personnaliser un contenu. Je prends l'exemple de Allociné. Sur Allociné, il est bien sûr possible de se créer un compte pour enregistrer des favoris, des films en favoris, des cinémas en favoris, et donc faciliter l'utilisation du service. Mais Allociné va plus loin en proposant un algorithme de personnalisation qui va permettre de donner un score au film, un score d'affinité, en fonction de l'historique du client et d'un historique déclaratif. Donc Allociné propose à ses utilisateurs de noter un grand nombre de films vus pour personnaliser, donc pour l'affichage d'un score sur l'ensemble des films. Évidemment, le consentement est
la demande de consentement est très clairement posée et la finalité de cette collecte de données est également très claire et affichée de manière plutôt attractive. Donc voilà un exemple de personnalisation de contenu. Ensuite, je vais vous parler d'un autre type de bénéfice, les avantages offerts aux clients. Là, on prend le cas d'MGEN, qui est un client de Léo et de Converteo. MGEN a des opportunités de contact avec ses adhérents relativement limitées. Le démarrage d'un contrat, des rappels sur le contrat. Et donc, MGEN a souhaité animer sa base d'adhérents avec des avantages personnalisés en lien avec le territoire d'expression de la mutuelle. Donc, des offres sur des sorties culturelles, sur des activités familiales, des activités sportives, etc. Et en fait, l'utilisateur, l'adhérent, a la possibilité déjà de s'inscrire dans ce programme davantage spécifiquement et de définir ses préférences en termes de centre d'intérêt pour que les offres proposées, les offres d'avantages proposées soient personnalisées sur les emails et bientôt via Wallet mobile en fonction des intérêts déclarés et de la géographie de l'utilisateur. Troisième exemple, et cette fois-ci en B2B, on prend le cas de Savencia, également client de Léo. Savencia a souhaité collecter de la donnée sur des clients indirects, donc des clients de son réseau de distribution, des clients professionnels, on est vraiment dans un cadre B2B, des clients donc indirects que l'entreprise ne connaît pas et sur lesquels elle n'a pas de données sans ce programme relationnel. Le programme relationnel vise à proposer des services et des avantages d'accompagnement, donc e-learning, contenu technique, formation, en fonction d'un statut client et aussi en échange de points. Et le client professionnel, généralement boulanger-pâtissier, chef-restaurateur, pour accéder à ce programme, s'inscrit, consent à l'utilisation de ces données dans cette finalité-là, et il va enregistrer des factures, ce qui permet à Savencia de collecter des données à la fois CRM et transactionnelles. Je vais vous présenter un autre programme, cette fois-ci toujours alors, dans le B2B, mais il est question, donc là c'est Velleda, également client de Léo. Le sujet était de pouvoir animer ses distributeurs, les distributeurs de son réseau de vente, pharmacie, parapharmacie, magasin bio, et à la fois les gérants, qui sont des clients connus, mais aussi les vendeurs et conseillers dans ces points de vente. Pour faire cela, pour avoir la possibilité de communiquer directement avec ces contacts, qui sont le dernier maillon de la chaîne, de la vente, et peut-être le plus important, eh bien, Velleda a créé un programme de formation et d'incentive des ventes, adressé aux points de vente et aux vendeurs sur une base individuelle. Donc, les commerciaux de Velleda peuvent inviter leurs clients, les points de vente, et les gérants de points de vente peuvent inviter leurs employés, les vendeurs, à participer au programme pour être récompensés et surtout accéder à des contenus de formation pour bien s'approprier les produits de Velleda, l'argumentaire de vente et pouvoir se tester sur ces contenus. Enfin, dernier cas aussi, dernier exemple, cette fois-ci en B2C, on est dans le cas d'un distributeur d'énergie, GRDF. On est dans le cas d'un service donc, pour lequel les clients ont naturellement un compte enregistré, ils s'enregistrent pour gérer leur compte, piloter leur consommation, gérer leurs préférences. Mais pour aller plus loin et avoir la possibilité d'animer la base de clients, GRDF a créé un programme ambassadeur. Donc un programme qui propose aux clients qui le souhaitent eh bien de participer à la réflexion sur le service, sur les produits de GRDF en répondant à des questions et d'être récompensé pour cela. Donc on est vraiment dans un deuxième niveau, après la création de compte, on est dans la participation à un programme relationnel qui permet à GRDF de collecter des données qui vont être très utiles ensuite pour l'analyse, la compréhension de ses utilisateurs et pour l'animation de ses clients. Donc voilà 5 types de programmes avec des logiques complémentaires mais différentes. Voilà, je vais passer la main à Yannick qui va vous parler des obligations réglementaires et de comment gérer concrètement et avec un outil fait pour cela les préférences.
Merci Nicolas, c'est très intéressant et je me rappelle dans une des sociétés précédentes dans lesquelles j'ai travaillé, on a créé un programme premium chez WeSeed, une très belle fintech toulousaine, dans laquelle c'était simple de se dire qu'on va proposer un programme premium, mais ce qui était plus difficile, c'était de se dire comment on va animer ce club et comment on va leur donner quelque chose qui leur rend la valeur qu'ils donnent en nous confiant notamment leurs données. Donc c'est vraiment très très intéressant comme sujet, parce qu'on voit l'intérêt de l'entreprise, mais l'intérêt de l'utilisateur, on y pense, mais c'est pas toujours facile. Donc merci Nicolas. Je vous présente ici quelques notions sur le cadre réglementaire. Alors Didomi est donc une société qui existe depuis 2017, quelques mois avant la mise en place effective du RGPD. Et je voudrais juste vous partager deux définitions qui sont des définitions du même terme, du même concept, celui du consentement, dans deux textes différents. Donc, comment dire, dans la RGPD définit le consentement comme une manifestation de volonté libre, spécifique, éclairée et univoque d'une personne. Donc, suite à une déclaration ou un acte positif clair que ces données à caractère personnel fassent l'objet d'un traitement. Donc, je pense que ça, vous le connaissez tous. Je vais pas l'expliquer. Ça fait 2 ans. Enfin, je ne sais pas. En tout cas, je serais ravi d'en parler avec vous. Ça fait 2 ans qu'on en parle énormément. Le consentement n'est pas si différemment défini par la directive e-privacy dans la même loi. Mais il y a quand même une petite nuance. On parle toujours du consentement de l'utilisateur à partager ces données ou de permettre à une entreprise de les utiliser. La directive e-privacy dit les accès, donc le consentement sont les accès ou inscriptions d'informations déjà stockées dans son équipement, par exemple son smartphone, ne peuvent avoir lieu qu'à condition que l'utilisateur ait exprimé, après avoir reçu cette information, son consentement qui peut résulter de paramètres appropriés de son dispositif de connexion ou de tout autre blablabla. Dispositif placé sous son contrôle, pardon. Deux définitions très différentes, assez différentes, qui soulignent la même logique, qui fait finalement qu'il faut informer l'utilisateur. Et le débat permanent, c'est de savoir si l'information est claire, univoque, ou est-ce que si tout en bas de conditions utilisateurs d'avoir mis qu'on peut utiliser les données de la personne, c'est suffisant. Voilà, le sujet fondamentalement est celui-ci. Je suis désolé, j'ai vu qu'il y a une question, je ne peux pas la regarder tout de suite, je la regarderai un petit peu plus tard. Je fais confiance à mes collègues pour me la faire passer si elle est urgente pour maintenant, sinon on répondra à la fin. Voici ce que... Alors, cette slide-là vous donne juste une visualisation très rapide et je ne vais pas aller dans les détails parce qu'on a déjà pas le temps. De deux, je respecte les personnes avec qui le temps de parole des autres personnes, je ne voudrais pas prendre trop de temps. Et de trois, on a consacré plusieurs articles et webinaires à ce sujet chez Didomi. Vous pouvez aller voir sur notre chaîne YouTube, c'est en accès libre. Donc, pas besoin de remplir finalement un formulaire. Donc cette slide parle du consentement, du consentement, oui, à l'utilisation des cookies dont tout le monde prédit la mort dans 2 ans, et c'est certainement pas faux. N'empêche que des traceurs, il y en aura toujours. En tout cas, je pense pas forcément de plus en plus, mais il y en aura toujours. Et donc la CNIL dit dans sa recommandation qui va sortir de manière définitive à la fin de l'année que ils disent un certain nombre de choses, dont je vous rappelle, je vous rappelle d'aller sur notre chaîne YouTube si vous le souhaitez pour avoir les détails, mais la CNIL dit, excusez-moi, notamment que le consentement doit être acceptable, enfin les utilisateurs doivent pouvoir accepter le dépôt de cookies d'un site web par exemple, ou l'utilisation de trackers ou de traceurs sur un smartphone, mais aussi le refuser au même niveau dès la première bannière de consentement ou pop-up ou pop-in, quel que soit le format. C'est une recommandation de la CNIL, ce n'est pas une loi, ce n'est qu'une recommandation en France, ça ne concerne pas forcément d'autres pays, donc il y a énormément de complexité en fonction des différentes régulations. Mais la CNIL dit notamment qu'il faut une symétrie parfaite entre accepter et refuser. C'est quelque chose que très peu de sites font aujourd'hui. Il n'y a pas longtemps, on a fait un billet de blog que je partagerai juste après dans la discussion sur une quinzaine d'exemples de marques. Et dans tous ces exemples, il n'y a que Ikea et il n'y a que Waze, la filiale de Google, qui respecte spécifiquement cet exemple-là. Toutes les autres marques ne laissaient pas forcément cette possibilité d'accepter ou fermer ou de refuser au premier niveau. Après, la CNIL, au fait, finalement, demande à ce que l'utilisateur soit informé et ça suffit. N'empêche qu'à la rentrée, aux alentours de l'automne, la CNIL va certainement émettre de recommandations finales comprenant cette recommandation de symétrie parfaite de l'information et du choix à l'utilisateur. Alors, juste pour vous donner quelques chiffres de tiers, notamment de confrères ici allemands, sur cette slide, le taux de consentement pour le consentement cookie, après je vais revenir au CRM, au centre des préférences, mais pour le consentement cookie, qui est un sujet particulier, en Allemagne, aux alentours de 60%, tout secteur confondu. Vous voyez ici qu'il y a pas mal de variations.
voilà, la moyenne est aux alentours de 60%. Alors, c'est biaisé, au sens noble du terme, par le design de la fenêtre de consentement. Si c'est marqué OK et que tout le monde clique sur OK, bah, c'est biaisé vers le haut. Quand vous aurez accepté et refusé au même niveau, surtout en Allemagne, où ils sont très sensibles au traitement des données personnelles, il y a de fortes chances que ça réduise. N'empêche qu'aujourd'hui, voilà, ces données-là, et je me permets de citer un concurrent européen, mais qui a fait cette superbe étude, nous donne un chiffre très intéressant, 60% en Allemagne, et en France, un autre confrère, Commanders Act, ils ne sont pas sur la slide parce que j'ai pris une capture d'écran ici, mais je les cite volontiers, a trouvé qu'en France, le taux de consentement pour ses clients à eux, donc c'est biaisé par la représentativité, est plutôt aux alentours de 50%. Nous, on ne partage pas ce type de chiffres sur nos clients parce qu'on souhaite, voilà, on souhaite pas, ça ne fait pas partie aujourd'hui de notre priorité que de partager ce type de données. Ça n'a rien de confidentiel, mais on considère que ça leur appartient et pas à nous. Vous voyez qu'il y a encore des grandes différences entre secteurs. Voilà, ça c'est pour vous donner quelques illustrations de ce que le consommateur, de ce que l'utilisateur consent ou non aux entreprises en termes de partage de leurs données personnelles, ici encore une fois via des cookies. Donc à gauche sur cette slide, vous voyez en haut à gauche la fenêtre, la pop-in ou la pop-up ou la bannière de consentement classique dont j'ai parlé. En dessous, vous voyez une capture d'écran de chez Decathlon sur l'abonnement, l'opt-in, comme a dit Nicolas tout à l'heure, face à une newsletter. Là, il s'agit de la collecte de consentement. À droite, vous voyez ce que nous, on appelle la collecte de préférence, enfin en tout cas la mise à jour de préférence. On n'est pas au moment de la collecte de la donnée quand on demande à la personne si oui ou non elle souhaite partager ces données. On est au moment de la mise à jour à tout moment de ces préférences de communication. Et le RGPD dit à la fois, vous ne devez pas forcer vos utilisateurs à partager la donnée s'ils ne le souhaitent pas, à gauche, mais vous devez aussi leur permettre d'avoir accès à leurs données et de les modifier à tout moment. Sauf qu'en marketing, on n'a pas trop envie traditionnellement que l'utilisateur puisse supprimer ses données, néanmoins que c'est néanmoins indispensable, pardon. Et chez Didomi, notre centre de préférence, dont vous voyez à droite deux canaux de capture d'écran, permettent de mettre à jour à tout moment les préférences utilisateurs à travers différents canaux et différentes technologies. Et c'est pour ça que je vous montre cette slide et que j'ai fait cette transition. C'est qu'aujourd'hui, dans beaucoup de marques, cette gestion des préférences est gérée au niveau de l'outil. Voilà, de votre outil d'emailing, votre outil d'SMS, le nombre de fois où je me suis désabonné à 36-15 SMS ou quelque chose comme ça et que j'ai encore continué à recevoir des SMS de la part de la même marque ou d'autres marques, c'est assez frustrant. L'outil Preference Center de Didomi, et on a d'autres personnes sur le marché qui proposent ce type d'outils, surtout à l'étranger d'ailleurs, permet de centraliser toutes ces bases de données, ces données utilisateurs dans une seule interface qui est aux couleurs de la marque, comme je vais vous montrer juste après, que je vous ai montré dont je vous ai montré des illustrations précédemment, pour permettre au client, à l'utilisateur à gauche, de mettre à jour à tout moment ses préférences et pour permettre à la marque de répercuter ses préférences dans son système d'information. Par exemple, Pierre et Vacances Center Parks avait une problématique précise. Ils avaient plusieurs marques grand public dans différents pays, dans différentes langues. Un parcours client qui est évidemment online et offline. Évidemment, dans leur métier, la gestion des consentements et des préférences est critique pour le marketing, comme tout acteur qui utilise Internet pour vendre et mais aussi lier au sens de retenir et animer sa base utilisateur. Le consentement et les préférences étaient critiques. On leur propose aujourd'hui, c'est une solution qui est déployée chez eux, un préférence center multimarque et multilingue qui permet à la fois de gérer les préférences en ligne, on va dire classiquement fréquence de désabonnement ou d'abonnement des newsletters, si j'illustre ça de manière très très simple, beaucoup trop simple d'ailleurs, mais aussi de manière offline, c'est-à-dire déléguée, c'est-à-dire qu'un agent d'accueil Center Parks dans un de leurs centres peut, avec cette solution, abonner un client qui souhaite recevoir des actualités ou des promotions, donner son consentement à l'agent d'accueil pour recevoir les promotions. Voilà, c'est un exemple d'utilisation. Voilà ce à quoi ça ressemble dans un visuel qui est très très propre. Je pourrais le montrer en direct. Ça ressemble exactement à la même chose. Là, j'ai fait le choix de le montrer en statique pour qu'on reste dans la présentation et ne pas prendre trop de temps, parce que si on va dedans, ça peut vite prendre du temps. Voilà un exemple de ce qu'on appelle une module. Donc, le client, lui, voit cette module-là, cette brique-là, dans laquelle on lui explique pourquoi et comment il peut changer ses préférences. C'est très, très intuitif, c'est très simple. En haut à droite, vous voyez consulter votre historique.
je pense que c'est très rare aujourd'hui les entreprises qui permettent à leurs clients et leurs utilisateurs de lui montrer à quel moment il s'est abonné ou désabonné à différents formats, surtout s'il a des plaintes ou des comment dire, des réclamations à faire, mais aussi si demain il ne reçoit plus la sollicitation qu'il recevait régulièrement précédemment. Il peut aller voir son historique ici, que vous pouvez voir en ligne, sur son, ici pour Center Parks typiquement, sur son préférence center. Et si, comme je vous ai dit tout à l'heure, j'ai changé de slide ici pour ceux qui écoutent et qui parfois divaguent sur d'autres fenêtres, si un agent Center Parks par exemple, mais ça pourrait être aussi Decathlon, permet à un client de s'abonner à une newsletter alors que cette personne est en magasin. Le consentement, il se matérialise comment? Comme ça, par un opt-in actif, un double opt-in en fait, le consentement sera pris en compte par la marque seulement après opt-in par un mail reçu par l'utilisateur. On part ici du principe qu'on ait l'adresse mail. Si on ne l'a pas, il faut évidemment la rentrer d'abord. Donc je conclus, j'ai peut-être été trop long, j'ai pas regardé l'heure. Un Preference Center, alors cette solution-là ou une autre, hein, et on a beaucoup de personnes à qui on parle qui font qui adoptent ce type de solution en interne. Permet en fait une bonne gestion des préférences au niveau omnicanal pour une marque comme Pierre et Vacances, mais comme d'autres aussi, permettent d'être non seulement conforme avec la RGPD de façon optimale, parce que d'une, on a le choix à tout moment de l'abonnement ou du désabonnement par rapport aux communications avec sa marque en tant que client, mais l'entreprise, elle, a une trace des preuves de consentement et des pistes d'audit, comme on dit en banque, une possibilité d'avoir une piste d'audit sur l'historique du client et de sa relation avec la marque. On lui offre un accès simple et transparent au consentement. On a un historique complet, ce qui permet, nous en sommes convaincus, j'aimerais bien avoir de chiffres, je n'en ai pas encore, donc s'il y a des personnes dans l'audience qui sont intéressées par une étude commune, je serais absolument ravi d'établir un rapport de confiance avec vos utilisateurs. Une marque qui donne du choix à l'utilisateur est une marque qui, je pense, doit être plus à l'aise avec sa communication qu'une marque qui donne peu de choix à ses utilisateurs. De lutter contre les désabonnements et d'enrichir votre base de données. Pourquoi? Et je termine là, parce que c'est aussi une formidable manière de mettre à jour votre base de données, pas seulement par la négative, c'est-à-dire par le désabonnement, mais aussi par le choix des canaux les plus efficaces et les préférés de la part des utilisateurs si vous avez ce type de technologie. Voilà. Je vais partager 2-3 liens, un ou deux liens à droite dans la barre chat dès que j'ai passé la parole à Louis. N'hésitez pas pour des questions. Voilà. Merci à vous. Et Louis, c'est à toi. Merci Yannick. C'était très intéressant. Je vais essayer de ne pas faire trop de redites avec ma partie. D'ailleurs, qui va tourner autour des challenges réglementaires, des données et des cookies third party. Donc, je veux bien que tu passes sur le slide suivant. Dans un premier temps, je vais un peu déblayer le sujet parce qu'il y a certaines personnes, j'imagine, qui ne savent pas forcément ce que c'est que des données third party, des données tierces, tout simplement. Donc, globalement, on a souvent tendance à distinguer 3 grands ensembles de données, voire 4. Le premier étant les données first party. Donc, c'est les données en fait qui vous appartiennent, que vous collectez lors de l'inscription de vos clients, par exemple. Ça peut être des données CRM ou des données transactionnelles, des données comportementales. C'est souvent des données qui sont obligatoires lors d'une inscription, comme le nom, le prénom ou une adresse, par exemple. Des données transactionnelles comme des tickets d'achat ou des données de navigation web, comme la collecte et la lecture de cookies, par exemple. Au sein des données first party, on distingue parfois les données, ce qu'on qualifie de données zéro party, qui sont au final une sous-division des données first party, et en fait qui vont concerner notamment les données que vos clients vous donnent de manière proactive, de manière vraiment volontaire et intentionnelle. On va avoir tendance ici à avoir des données comme des préférences de consommation, comme des intentions d'achat, des données de situation personnelle. Par exemple, un client qui va vous déclarer détenir un animal de compagnie ou qui va vous indiquer vouloir consommer des produits avec une faible empreinte carbone. Voilà. À côté de ça, il y a les données seconde partie. Donc ça, c'est ni plus ni moins qu'en fait les données first party, donc les données propriétaires de vos partenaires. C'est des données donc, qui sont collectées en direct de la part de vos partenaires. On peut imaginer par exemple Carrefour faire un partenariat avec Danone. Et là, en l'occurrence, ces données peuvent être échangées ou monnayées entre ces deux sociétés. Enfin, à côté, on a ce qu'on qualifie de données third party.
dont au final la frontière peut être assez faible ou assez poreuse entre les données seconde partie. Mais les données third party, c'est vraiment les données en fait de sociétés tierces qui vous sont fournies pas forcément par des tiers qui sont vos partenaires. Ça peut être des données que vous achetez ou que vous louez à des prestataires ou à des fournisseurs de données. Et là, on est plutôt sur des logiques d'enrichissement de bases de données ou d'élargissement d'audience à des fins notamment de campagnes publicitaires. Donc, ça peut être notamment des adresses email, des numéros de téléphone, mais également des cookies, on en parlera par la suite. Donc voilà, juste pour situer que dans cette partie, on parlera surtout des données third party, enfin exclusivement, voire, mais que tous les principes qu'on va évoquer pourraient être, dans une certaine mesure, également valables pour les données seconde partie. Donc, comment s'assurer de la conformité des données third party de vos prestataires? Donc ça, c'est une question assez large. Et il y a plusieurs éléments à avoir en tête quand, par exemple, on a recours à un prestataire de données. Il va falloir notamment vérifier comment, notamment, ces données ont été collectées. Est-ce qu'elles ont bien été collectées avec un consentement explicite, libre, spécifique, éclairé ou univoque? Donc ça, il faudra bien s'assurer que la société tierce a bien collecté les bons consentements. Il faudra également vérifier que l'information a bien été donnée à l'utilisateur. Ça, Yannick en parlait tout à l'heure, et c'est une question très importante. D'autant que, typiquement, donc, lorsqu'une société tierce qui vous met à disposition ces données vous qualifie, on va dire, de partenaire, et c'est pourquoi elle est censée informer en fait les personnes auprès de qui elle collecte ces données qu'elle vous transmettra possiblement ces données. Et donc, ça veut dire que votre société devrait figurer dans la liste des partenaires de cette société, ce qui est en pratique presque jamais le cas. Mais dans la théorie, en fait, une société ne pourrait collecter une donnée pour le compte d'un partenaire sans en informer le client au préalable. Prenons un exemple théorique, mais légal. Si une société détient une base de données opt-in partenaire d'1 million de clients au 31 décembre, et elle ajoute un nouveau partenaire à sa liste de partenaires le 1er janvier 2020, alors ça veut dire qu'en théorie, elle est censée recollecter ces 1 million d'opt-in pour ce nouveau partenaire. Alors ça, je vous l'accorde, c'est la théorie. Dans la pratique, c'est un peu plus complexe, car on s'aperçoit bien souvent que les listes de partenaires de ces sociétés ne sont pas forcément toujours tenues à jour. Enfin, dans la mesure du possible, si vous avez recours à ce genre de données, il faudrait vous assurer auprès de ce prestataire qu'à minima, ce prestataire indique bien que votre société fait partie des sociétés auxquelles ces données peuvent être transmises. Un autre point important à avoir en tête, c'est les finalités de traitement. Bien vous assurer, je veux bien que tu repasses sur le slide précédent, s'il te plaît, Yannick. Bien vous assurer, merci, que les finalités de traitement, que les données aient été collectées pour les finalités de traitement pour laquelle la donnée vous est louée ou vous est louée, disons. Et enfin, bien vous assurer que les bases de données de ce prestataire sont mises à jour régulièrement, car pour rappel, les limites légales de conservation des données sont respectivement dans le cadre du RGPD de 3 ans maximum suite à un dernier contact avec un client ou de 13 mois dans le cadre d'une collecte de cookies. Voilà, donc dans l'ensemble, ce qu'on conseille en général à nos clients, c'est d'inscrire l'ensemble de ces obligations dans un document juridique engageant vis-à-vis de votre prestataire. Si on passe sur le slide suivant, merci. Je vais vous citer rapidement 2 exemples concrets pour comprendre. Le premier, c'est le cas d'une location de base de données d'email à des fins de prospection commerciale et de conquête. Donc là, il faudra bien vous assurer que les données qui sont mises à votre disposition ont été collectées avec un consentement pour être mis, bien sûr, à votre disposition. S'assurer que vous figurez bien dans la liste des partenaires de cette société qui vous loue la base de données. S'assurer que les finalités de traitement auxquelles ont consenti l'utilisateur lors de la collecte de son consentement sont bien respectées, donc à la fois par la société tierce lorsqu'elle vous loue cette donnée et à la fois lorsque vous utilisez également cette donnée. Là, en l'occurrence, ça serait de s'assurer qu'il y a bien un opt-in prospection commerciale par email de la part de partenaires. Et enfin, voilà, bien s'assurer que cette société met également à jour sa base de données, c'est-à-dire qu'il y a des purges de données
à 3 ans sans contact avec une personne, mais également qu'elle maintient à jour sa base d'opt-in à une fréquence, si possible, hebdomadaire. Sur le cas d'audience de cookie third party qui est mis à disposition, par exemple, par votre éditeur de DMP, là encore, il faudra bien vous assurer que la collecte de cookies a été réalisée dans les règles de l'art. Ça, on en parlera par la suite, parce qu'aujourd'hui, c'est encore un peu flou. Il n'y a pas une doctrine claire tant que les nouvelles recommandations de la CNIL de cette année, on l'espère, ne seront pas parues. Il faudra bien s'assurer que l'utilisateur a bien été informé des finalités de collecte de sa donnée cookie. Notamment ici, en l'occurrence, à des fins de retargeting ou de reciblage publicitaire. Et enfin, il faudra bien s'assurer que la base de cookies de ce prestataire, donc votre éditeur de DMP en l'occurrence, est bien purgée régulièrement pour ne pas avoir de cookies qui datent, entre guillemets, de plus de 13 mois, même si on est bien d'accord que d'un point de vue business, il y a peu à aller chercher vis-à-vis de ces cookies. Donc, si on passe sur le slide suivant, là, je vais le passer assez rapidement. C'est un peu une roadmap de l'évolution réglementaire RGPD e-privacy de ces dernières années. Comme on peut le voir, ça s'est largement accéléré avec l'entrée en vigueur du RGPD. J'aimerais insister sur un petit détail qui n'est pas forcément connu de tous. La différence entre un règlement européen et une directive européenne. Un règlement européen s'applique à tous les pays de la même manière à la même date. C'est le cas du RGPD. Alors qu'une directive européenne nécessite une transposition en droit du pays membre et ne s'applique qu'à une date ultérieure décidée par le pays membre. C'est le cas des directives à date e-privacy. Et c'est pour ça qu'il devait venir en 2018, donc juste après le RGPD, un règlement e-privacy, mais depuis ce temps, il semble être bloqué dans les tuyaux à Bruxelles. Et c'est pour ça que la France a récemment, enfin la CNIL en France, a récemment pris les initiatives de ne pas attendre le règlement e-privacy. Et lors de l'été 2009, elle a publié un plan d'action justement sur la réglementation, disons les nouvelles lignes directrices relatives aux cookies, avec des lignes directrices donc qu'elle est venue, qu'elle a indiquées en juillet de l'année dernière, juillet 2019, et qui viennent abroger ses précédentes recommandations de 2013, ainsi que des recommandations donc opérationnelles qui sont encore en cours d'élaboration et qui devraient sortir à la rentrée. Donc ça, on en parlera un peu plus tard. Donc, ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est qu'aujourd'hui, encore, tant qu'au final, ces nouvelles recommandations sont pas sorties, on navigue un peu à vue côté éditeur et annonceur vis-à-vis de la réglementation sur les cookies, pas uniquement third party. Puisque les lignes directrices de la CNIL de 2019 précisent un certain nombre de nouvelles règles. J'en ai évoqué quelques-unes sur le slide et Yannick en a parlé un peu précédemment. C'est-à-dire qu'on doit avoir une acceptation et un refus du consentement au même niveau. On doit pouvoir donner la possibilité à l'utilisateur de retirer son consentement à tout moment, etc. Des recommandations plus opérationnelles, donc qui devraient arriver normalement à la rentrée 2020, si on s'en tient aux dernières informations communiquées par la CNIL, pour aider les professionnels de manière un peu plus concrète à respecter ces réglementations, c'est-à-dire avoir une symétrie parfaite entre un bouton accepter et un bouton refuser, la possibilité par exemple de ne pas donner son consentement lors de l'arrivée sur le site et de le donner de manière ultérieure, une validité du consentement qui devrait peut-être passer de 13 mois à 6 mois. Voilà, donc ça, c'est encore des éléments qui sont en attente du côté de la CNIL et qui permettront de donner un peu plus de visibilité aux éditeurs et aux annonceurs. Point à avoir en tête, c'est qu'il y a eu une décision, là, il y a 2 semaines, du Conseil d'État, donc le 19 juin, qui a validé l'essentiel des lignes directrices et des recommandations de la CNIL, à l'exception de ce qu'on qualifie de cookie wall, que le Conseil d'État a indiqué comme que la CNIL n'avait pas ce pouvoir d'obliger les annonceurs à mettre en place un cookie wall, c'est-à-dire que les sites ne pouvaient pas refuser l'accès à leur contenu si l'utilisateur n'acceptait pas la lecture et le dépôt de cookies par celui-ci.
Donc, il faut savoir que ça a été retoqué par le Conseil d'État, car tout simplement, ce n'est pas inscrit dans le RGPD ni dans les directives e-privacy, et que ça devra éventuellement attendre le règlement e-privacy de Bruxelles, qui arrivera peut-être un jour. Donc enfin, dernier slide, si je ne dis pas de bêtises. Au final, on s'aperçoit qu'aujourd'hui, c'est peut-être plutôt les navigateurs qui sont à la manœuvre dans le brouillard réglementaire, au sens où il y a certains navigateurs, comme Safari par exemple, qui représentent quand même 20% du trafic en France. Safari n'a pas attendu la mise en application, en tout cas du RGPD, pour commencer à restreindre l'utilisation des cookies third party. Depuis 2017, il n'est plus possible d'utiliser les cookies third party sur Safari. Et on s'est aperçu que fin 2019, donc il y a Firefox qui a emboîté le pas sur cette pratique à Safari, et que également Google Chrome a indiqué qu'il ferait pareil à partir de 2022. Donc, en fait, aujourd'hui, on pourrait raisonnablement se poser la question de savoir si c'est vraiment la CNIL ou le RGPD qui font, on va dire, la loi, ou disons qui mènent la danse sur les cookies et les cookies third party, ou est-ce que c'est pas plutôt les navigateurs et donc les GAFA. Merci Louis. Merci. Nous pouvons passer peut-être aux questions. J'ai vu qu'un certain nombre de questions avaient été posées dans le fil dédié. Alors, je vous propose peut-être de commencer par la question qui a été le plus promue. Quel est le bon moment du parcours client pour inciter le client à donner son consentement? Alors, nous n'avons pas de chiffres à proposer pour étayer cela. La réponse peut-être qu'on peut apporter, c'est que la collecte des données de clients doit se faire ou peut se faire de manière progressive. Dans l'expérience client, dans le parcours client, on a plusieurs étapes clés de la visite. La première visite permet, par exemple, de donner la possibilité de consentir à l'utilisation de cookies, à l'utilisation de notifications push par un navigateur. Après, on va avoir une deuxième étape, la revisite, la préparation d'un achat. C'est aussi l'occasion de proposer aux clients de partager certaines données en sauvegardant des préférences, en sauvegardant, en s'abonnant à une newsletter. Et puis, on va avoir d'autres étapes comme ça, l'achat lui-même qui va être l'occasion aussi de collecter d'autres informations, d'inscrire le client à un programme de fidélité pour profiter davantage lié à son premier achat, d'enrichir son profil. Et puis, l'animation relationnelle, CRM par la suite, et aussi l'occasion, via un site, via les messages envoyés, d'étendre les données collectées en étendant, par exemple, les canaux de communication, en ajoutant le wallet mobile, en reliant un compte social media pour profiter aussi de fonctionnalités liées au social media, ou, comme on l'a montré tout à l'heure avec un cas de programme de GRDF, en devenant ambassadeur et en répondant à des sondages. Donc, ça se fait de manière progressive, et à différentes étapes du parcours, on peut pousser via des messages qui promettent à chaque fois un avantage spécifique, d'enrichir le profil client. Alors, on a d'autres questions, je les prends peut-être dans l'ordre. Yannick, Louis, en remontant. Alors, on a une question sur le cookie wall. Louis, je pense que tu as répondu en bonne partie à cette question-là, en parlant de la décision du Conseil d'État. C'est vrai que c'était pas inscrit aujourd'hui dans le RGPD ou dans e-privacy, ça va peut-être changer. On a une question. Alors, si je peux juste me permettre, Nicolas, effectivement, le cookie wall, c'était un peu nous-mêmes dans nos webinaires et dans nos communications depuis quelques mois, on disait que le cookie wall n'était pas recommandé. On recommandait ça à nos clients. On leur disait il ne faut pas bloquer l'accès. La CNIL dit qu'a priori, après le Covid, quand elle émettra ses recommandations finales, elle devrait ne pas autoriser les cookie walls. Et puis, patatras, le Conseil d'État dit finalement si, parce que vous avez mal interprété, ou en tout cas vous avez pris une interprétation de la RGPD qui est un parti pris, et on pense que l'utilisateur doit pouvoir
enfin, comment dire, on doit permettre aux éditeurs de leur permettre de restreindre l'accès à leur site grâce à un cookie wall. Alors moi, j'ai pas nous, on suit ce que dit le régulateur et on explique à nos clients comment s'adapter à ça. Je peux juste vous dire en quelques mots qu'on réfléchit très très concrètement en termes de produits et de solutions à cette décision qui est quand même pas neutre. Et d'ici la fin de l'année ou début d'année prochaine, on proposera une solution technologique qui permet aux éditeurs de mieux répondre en tout cas à cette nouveauté, on va dire. C'est ni une loi ni une réglementation, c'est une décision, hein, ça reste flou, mais de pouvoir s'adapter en tout cas à cette nouvelle donne. Est-ce que ce sera un cookie wall? Oui ou non, je ne sais pas encore. Est-ce que ce sera une collaboration avec un acteur du marché? Je ne sais pas encore. Sachez qu'il y a des gens sur le marché comme Pool, P-O-O-O, 3O, L, qui proposent des cookie walls en marque blanche. Alors, je ne connais pas en détail leur solution, mais c'est sûr que ça va changer un certain nombre de choses dans ce marché-là. Moi, je trouve que c'est intéressant comme débat et c'est intéressant de donner raison aux éditeurs qui ont quand même un modèle économique à tenir et qui, je pense, ne font pas ça pour pouvoir voler de la donnée aux utilisateurs. Effectivement, par contre, comme vous dites, Christophe, ça peut être perçu ou vu comme un consentement forcé. C'est ainsi. Il y a des acteurs, il y a des acteurs sur le marché qui font aussi qui ont des solutions intéressantes pour permettre aux éditeurs, aux personnes de payer pour accéder à un contenu. Je termine juste ma courte réponse en disant qu'aujourd'hui, si je vais sur Le Monde ou Le Figaro, sur mon application en tout cas, hein, la moitié des articles sont maintenant premium, ou plus même. Hein, il doit y avoir des paramètres là-dessus, et donc on se dirige vers des éditeurs qui ont de plus en plus besoin et envie, je pense, de restreindre l'accès à leur contenu. C'est malheureux, mais je pense pas que ce soit malveillant. Je pense que c'est aussi lié à une réalité économique qui fait que on va continuer à avoir des bannières de cookies pour ceux qui pourront monétiser grâce aux cookies à la publicité ciblée. Il y aura aussi d'autres solutions cookieless, et puis il y aura des cookie walls, voilà, très probablement. Merci Yannick. Alors, on a également une deuxième question de Christophe sur le consentement spécifique pour la mise en place d'un ID universel de type ID5, LiveRamp. On pourrait aussi parler peut-être de Alliance Gravity, une alliance d'éditeurs hein, qui vise aussi à faire ça pour contrer, en tout cas pour se placer comme solution aussi en face des GAFA. Je ne sais pas si l'un de vous, Louis, Yannick, voulait intervenir là-dessus. Que ce soit cookie with laisse. En fait, finalement, le consentement, il est nécessaire à quel moment? C'est quand un individu peut être tracé grâce à un cookie ou quoi que ce soit d'autre. Hein. Ça peut être du coup un identifiant universel ID5, LiveRamp ou autre. Que ce soit un cookie ou autre chose, la CNIL et d'autres régulateurs auront juste à se positionner à nouveau par rapport à cette nouvelle forme technologique de traçage si besoin. Mais le fait que ce soit un cookie ou que ça ne le soit pas n'exemptera très probablement pas ces acteurs-là, les prestataires ou les publishers ou les éditeurs ou les marques d'ailleurs, d'un consentement d'une forme ou d'une autre. Voilà, je pense qu'il y a des exemptions de consentement qui sont possibles dans divers cas et je ne vais pas rentrer dans les détails, mais pour faire très court, si vous n'êtes pas en tant qu'individu identifiable, notamment pour des analyses par cohorte ou que vous n'êtes pas en tant qu'individu identifiable ou qu'il n'y a pas de collecte de données personnelles, là, si les prestataires de solutions technologiques ou d'ID universel trouvent des solutions pour ne pas vous identifier, dans ce cas-là, il n'y aura pas besoin de consentement, très probablement. Mais dès lors que l'identification pourra descendre à un niveau très précis en termes de géolocalisation, en termes d'individus, en termes de sexe, d'âge ou autre, je pense qu'il faudra de toute façon un consentement. Donc je suppose que ces personnes-là auront, ils appellent ça un ID universel, on suivra ça aussi de très près. On peut appeler ça un cookie si on veut, ou plusieurs cookies, mais le consentement sera toujours nécessaire selon moi. Donc on verra dans quelle direction évoluera le marché. Je ne pense peut-être que la forme du consentement sera différente. Peut-être qu'il n'y aura plus de bannière cookie ou de bannière qui vous demandera si oui ou non vous souhaitez partager vos données. Mais ce serait presque dommage parce que ça veut dire que vous avez donné à un moment donné vos informations à LiveRamp, ID5 ou un autre, et puis si à tout moment vous n'êtes pas capable de pouvoir réfuter ce consentement ou cette autorisation, c'est dommage. Donc j'ose espérer que la logique du choix et la logique du consentement ne disparaissent pas avec ces solutions universelles. Mais je vous avoue que je ne suis pas un expert du sujet et je serais ravi je vais en apprendre un petit peu plus à l'avenir. Et si Louis ou Nicolas, vous avez des avis là-dessus, n'hésitez pas, ou en tout cas des contributions, n'hésitez pas à compléter la mienne.
Oui, je vais rebondir. Moi, dans l'ensemble, je suis complètement en phase avec ce que tu as dit, Yannick. Et je pense en effet que c'est pas parce qu'on change de technologie que le consentement n'est plus nécessaire. Bien sûr, un identifiant universel, ce sera forcément une donnée personnelle au sens où le RGPD l'entend, et donc il y aura forcément un consentement, une certitude. Merci Louis, merci Yannick. Je partage votre analyse également et qui est très claire. Une dernière question encore, je vois de la part de Jérôme. Alors c'est plutôt une remarque, je pense. Étude d'une personne de l'INRIA en février-mars 2020. 92% du CAC ne respecte pas le RGPD actuel, la partie cookie policy, et 40% déposent encore des cookies. Êtes-vous d'accord avec ce diagnostic? Alors, effectivement, là, Yannick, je ne sais pas s'il est Ouais. un. Alors, je ne sais pas si je suis d'accord avec le diagnostic parce que si c'est une étude scientifique, je pense qu'elle doit être bonne et intéressante, mais je la connais pas. J'ai vu pas mal d'études scientifiques dans les années passées, dans les années précédentes, passées avec des chiffres qui sont tous aussi spectaculaires que ça, c'est-à-dire que de beaucoup de grandes marques, CAC ou pas, hein, ne respectent pas toutes les comment dire, les obligations. Encore une fois, je n'ai pas de chiffres moi-même, donc je sais pas si ces chiffres-là sont bons. Je viens de partager tout en bas du chat une autre étude assez récente je suis désolé si c'est un concurrent de quelqu'un ici. Nous, on n'était pas 100% d'accord avec leur méthodologie, mais il n'empêche que c'est une étude très intéressante de Empirique, un cabinet lyonnais, une agence lyonnaise qui a fait une étude aussi, voilà, avec leurs propres résultats, qui souligne finalement la tendance similaire, c'est-à-dire que trop d'entreprises ne respectent pas soit les durées de conservation, soit déploient des cookies sur les sites sans demander le consentement, etc. Donc nous-mêmes, écoutez, c'est comme ça qu'on fait une partie de notre travail marketing et commercial aussi, c'est d'aller voir des boîtes dont on va regarder le site web et on dit vous avez des cookies qui se déposent sans consentement, il n'y a pas de secret. Donc, il y a encore trop de personnes qui, effectivement, et trop d'entreprises qui le font. Je pense que la CNIL fait priorise ces contrôles, ça fait partie des priorités 2020 au sein de la CNIL, les cookies, mais ils avaient probablement ces derniers mois des priorités bien différentes, donc je pense qu'ils se disent qu'il y a des choix à faire, et j'ai partagé aussi un petit peu plus haut, je suis désolé, je suis un petit peu boulimique de partage aujourd'hui, une étude du navigateur Brave, qui est un navigateur, si je ne me trompe pas, américain, qui est très positionné sur la vie privée, qui a fait une étude en regardant combien de personnes parmi les salariés et employés des DPA, Data Protection Agencies, donc la CNIL française, la CNIL irlandaise, la CNIL allemande, etc., combien de personnes étaient spécialisées ou en tout cas compétentes dans les nouvelles technologies. Je ne connais pas leur méthodologie précise, je suis désolé pour ne pas avoir de mais soulignant qu'en fait très peu de gens dans ces autorités-là étaient calés, si je peux dire ainsi, en nouvelles technologies. Donc soulignant le fait que c'est difficile pour des autorités de contrôle de la vie privée et des données personnelles dans tous les pays du monde ou de l'Europe, de efficacement contrôler tout le monde et de sanctionner tout le monde. Donc je pense que voilà, je pense qu'on est dans une priorisation de la part des acteurs étatiques qui est normale. On est tous à ressources contraintes comme n'importe quelle personne dans la pièce aujourd'hui, entre guillemets. Donc je pense que c'est lié à ça. Voilà. Pour répondre du coup, je ne connais pas les chiffres exacts de cet auteur russe. Merci Jérôme pour ce partage donc de mars ou de février 2020. N'hésitez pas à la partager en bas si vous l'avez. Mais il est vrai que beaucoup d'entreprises et trop d'entreprises ne respectent pas ces différentes règles. Idéalement, tout le monde respecterait les règles, mais vous savez comment c'est. Il faut avoir un équilibre entre ce que font les individus, les entreprises, et puis ce que les autorités sont en capacité de contrôler. Je pense qu'on mène tous le même combat pour que les entreprises fassent un petit peu plus attention aux données personnelles. Mais encore voilà, je m'arrête là. Je ne sais pas si Louis ou Nicolas, vous avez d'autres remarques. Non, je partage ton avis, Yannick. Enfin, en tout cas, le constat est clair. Il y a encore du chemin à parcourir, mais l'application du RGPD et bientôt probablement des directives de l'e-privacy ne se fait pas comme ça du jour au lendemain. Et c'est vrai qu'il y a une mise en place progressive et il y aura certainement le rôle de l'expérience utilisateur va pousser probablement les entreprises aussi à changer et à être plus rigoureuses et à se doter des outils qui permettent de le faire. Donc c'est aussi pour ça qu'on est là pour en parler aujourd'hui. On est en train d'écrire, donc peut-être qu'il nous dira quelque chose. Je souligne juste une
parlera sur Twitter, Jérôme, pour ceux qui s'intéressent, vous pouvez chercher sur le hashtag que Jérôme a partagé. Je vous partage juste une petite anecdote, enfin pas une anecdote, mais un ressenti, c'est qu'aujourd'hui, moi j'ai travaillé dans une société précédemment qui était dans le gaming. On a lancé il y a la semaine dernière une technologie, notre bannière de consentement pour le gaming, en lançant une masterclass qui permet aux acteurs du jeu sur le moteur de développement Unity, pour ceux qui connaissent, ça leur parlera, pour permettre à ces gens-là de collecter le consentement. Et typiquement, c'est très 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 difficile d'intéresser les développeurs Unity, les développeurs de jeux mobiles, parce que ces gens-là sont beaucoup moins sensibles, pas tous, hein, mais beaucoup moins sensibles en moyenne. L'objectif d'un jeu, c'est évidemment de faire un super jeu, mais aussi de monétiser votre audience derrière, et cette audience, elle est monétisée grâce aux données personnelles des utilisateurs. Et il y a un certain nombre d'acteurs comme nous à notre petit niveau, mais aussi d'autres comme Augury, un acteur français, qui parlent beaucoup, de plus en plus de consentement. Pour des acteurs dans le secteur du gaming, hein, des gens qui font des applications de gaming par exemple, des jeux casual gaming on appelle ça, mais c'est très difficile parce que ça n'intéresse pas tout le monde de la même manière, parce que voilà, ils ont, si je simplifie, ils n'ont pas forcément ni envie ni besoin de mettre une bannière de consentement dans leur appli. Ils vont perdre de l'argent parce que plus de gens vont partir dans l'expérience utilisateur. Donc ça rejoint quelques remarques qui ont été faites dans le partage ici, mais voilà. Donc c'est un combat à mener ensemble encore, et j'espère que ça portera ses fruits. Je pense qu'on a déjà bien avancé, en Europe en tout cas. Merci Yannick. Alors, je crois qu'on a fait le tour des questions, si je ne me trompe. Je ne pense pas me tromper. Et donc, je pense qu'il est temps de clôturer ce webinaire et de vous remercier de votre présence. N'hésitez pas à poursuivre la discussion en nous contactant aussi directement. Voilà, nous serons ravis d'échanger plus en détail avec vous sur ces sujets-là. Voilà, vous avez nos coordonnées et nos emails sur l'écran qui est affiché. Et merci Adeline pour l'organisation et l'aide dans toute l'organisation du webinaire. Un grand merci Adeline. Au revoir à tous. Merci à tous. Bonne journée. Bonne journée à tous.